Bien, bonsoir. Je vais présenter mon intervention en trois parties principales. D'abord, une présentation de la plaine normande. C'est important de savoir d'où on parle. Ensuite, avec un survol de quelques opérations, mais un survol simplement pour dire sur quel thème, effectivement, nous intervenons de façon habituelle. Ensuite, je vous dirai comment, à mon sens, se pose la question, effectivement, aujourd'hui. Et puisque nous sommes dans une biennale d'architecture, comment se pose la question aussi dans le dialogue avec l'architecte et dans comment l'élaboration commune se fait. Et puis ensuite, eh bien, nous ferons un focus sur quelques opérations particulières qui permettra là aussi indirectement de poser la problématique. Alors, la plaine normande. La plaine normande est une société locale, j'y reviendrai après. Le président est M. Xavier Lecoutour, ici présent. On a le plaisir de l'avoir avec nous ce soir, qui est maire adjoint en charge de l'urbanisme, du logement et de renouvellement urbain, et également vice-président de Caen-la-Mer en charge du PLH. La plaine normande intervient en Haute et Basse Normandie, et c'est une société qui est née ici en 1920, à Blainville-sur-Orne, pour loger les ouvriers des chantiers navals. C'est une société qui est adossée depuis 1978 au groupe de la Caisse des dépôts, à travers le groupe SNI, qui est le premier bailleur français, avec près de 300 000 logements gérés, dont 185 000 logements sociaux. Le capital de cette société est détenu essentiellement par la Société nationale immobilière, le groupement interprofessionnel pour la construction, le GIC, c'est-à-dire le 1%, c'est un organisme du 1%, et la Caisse d'épargne Normandie. C'est un patrimoine de 11 000 logements pour la société en Haute et Basse Normandie, 58% de logements collectifs, 32% de maisons individuelles, des logements familiaux donc, et également des foyers pour personnes âgées ou étudiants, des logements intermédiaires, des logements pour personnes défavorisées. Je vais m'y après rapidement en quoi nous sommes et comment nous sommes à l'écoute de nos clients. C'est tout à fait important dans le débat qui va avoir lieu ensuite. Donc on a des services sur mesure, naturellement des agences de proximité comme tous les bailleurs, 2 centres d'appel au service des locataires, à la fois dans la journée et à la fois la nuit et le week-end, des pôles de commercialisation au service des demandeurs de logement, une démarche de qualité avec des engagements de service et un dispositif permanent d'écoute à travers un baromètre de satisfaction qui nous permet de savoir que 81% des locataires interrogés recommandent la plaine normande à des parents ou des amis. Très rapidement, voilà où nous sommes situés. C'est essentiellement les 3 agglomérations de Caen, Le Havre et Rouen. Voilà. Sur les agglomérations, aujourd'hui, nous sommes centrés là-dessus. En 2012, la société, c'est 143 salariés, 10 900 logements, un chiffre d'affaires de 53 millions, c'est-à-dire que ce sont les loyers qui sont perçus. 35 millions d'investissements en 2012, 30 millions pour les constructions neuves, c'est-à-dire les opérations livrées en 2012. Et puis, naturellement, tout ce patrimoine demande à être entretenu régulièrement. Et c'est environ 6 millions d'euros qui sont dépensés à cet effet, investis à cet effet. Et la maintenance proprement dit, c'est-à-dire l'entretien courant, ça représente 5 millions en 2012. Grande pérennité, les chiffres 2013 ne seront pas tellement différents. Alors, des exemples de réalisation donc du savoir-faire de la plaine normande. D'abord, des immeubles résidentiels. Par exemple, la résidence Brocéliande à Caen, 26 logements. La résidence de la Prévostière à Bois-Guillaume, c'est dans la banlieue de Rouen. Ensuite, la recherche de l'insertion urbaine. Donc vous voyez sur la première photo en haut, c'est la commune de Franqueville-Saint-Pierre. C'est une petite commune qui est dans la banlieue de Rouen et la volonté est de créer une unité urbaine, donc un front de rue à travers cet ensemble-là. Pareil sur Saint-Aubin d'Épinay, qui est une commune absolument charmante aussi de la banlieue de Rouen, perdue dans les forêts. Et là aussi, volonté de créer un front qui permet d'avoir de l'urbain au centre d'une commune qui est surtout constituée de pavillons individuels. Il y a aussi naturellement la problématique de l'intégration dans le tissu urbain. Voilà une dent creuse au Havre, résidence Mazeline, 10 logements, dent creuse, réalisation d'un bâtiment qui va reprendre dans sa couleur ce qui se passe autour, notamment la brique qu'on a sur le bâtiment de gauche. Ce sont aussi maintenant des actions en partenariat avec des promoteurs privés.
la résidence La Comète à Courseulles-sur-Mer. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent Courseulles. Ce sont les bâtiments devant la fontaine qui est en face du front de mer. Et c'est une opération qui a été faite avec Edifides, qui est un partenaire régulier. Autre partenaire régulier, que nous avons le plaisir aussi d'avoir avec nous ce soir, la résidence Dombasle au Havre, qui d'ailleurs, sauf erreur, a fait l'objet d'une équerre d'argent et donc qui a été récompensée au point de vue de l'architecture. C'est sur les docks Vauban au Havre. Naturellement, des logements individuels. Ça, c'est une grosse partie, en effet, dans un territoire peu dense et dans un territoire périurbain important autour des agglomérations. C'est naturellement un élément important. La résidence Le Bois à Mout, nous y étions d'ailleurs cet après-midi, parce qu'on a eu le plaisir d'avoir la visite de Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, qui venait visiter Mout, et notamment cette opération-là. Il venait aussi plaider, c'est un autre sujet, c'est pas celui de ce soir, mais pour le passage et le maintien en B2 de sa commune, qui aujourd'hui est en C. Mais ça, c'est pas le débat de ce soir. Mais il a très bien plaidé ça. Et puis, en dessous, donc, la résidence Le Clos des Glycines à Mondeville. Toujours dans les logements individuels, la ferme des Places à Pontaud-de-Mer, 20 logements, et puis Corneville-sur-Risle, résidence Le Clos du Prieuré. Et là, vous voyez que, une fois n'est pas coutume, sur la question du coloris, sur l'opération de Corneville-sur-Risle, les choix ont été assez radicaux. Un nouveau concept sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui s'appelle le Papilloft, qui sont des logements pour seniors. J'y reviendrai tout à l'heure et vous verrez pourquoi. Autre exemple, la mutation du patrimoine ancien. Là, c'est la résidence Corneville à Franqueville-Saint-Pierre. Ce sont 10 individuels et 4 collectifs. L'intérêt de cette opération, c'est qu'en fait, c'est le rachat d'une maison ancienne avec l'entrée traditionnelle. Vous le voyez, on ouvre le portail, on a la maison qui est devant. Cet aspect-là a été complètement conservé sur la rue. Quand on passe sur la rue, on voit en effet cette maison. Et en réalité, vous le voyez sur la photo de droite, derrière ont été greffés des bâtiments qui viennent compléter et augmenter la surface habitable et la densité de cet ensemble, et en même temps viennent garder l'ordonnancement de la rue telle qu'elle préexistait. Autre point important, le plateau ouest de Caen. Et nous avons le plaisir d'avoir M. Colin Sueur ce soir avec nous, qui connaît bien, naturellement, Colombelles, Giberville et Mondeville. Et là, acquisition-amélioration de 500 logements individuels, qui a été faite il y a une dizaine d'années maintenant. Et là, il y a eu conservation de la trame urbanistique initiale. Les logements sont conservés tels quels. Simplement, les travaux d'intervention permettent de les requalifier au fur et à mesure avec des normes modernes en matière de confort. Une opération de rénovation urbaine sur laquelle également je ferai un focus tout à l'heure, enfin pas celle-là, mais sur le secteur de Blainville-sur-Orne, où là, j'y reviendrai, démolition, reconstruction, en revanche, là, d'une cité ouvrière, de la même époque que celle qu'on vient de voir pour le plateau, et avec une reconstruction d'ensemble neuf, à la fois d'individuels et à la fois de collectifs. Et puis naturellement, Frédéric Lehne y faisait allusion en introduction, et il y a tout le secteur de la réhabilitation et de la résidentialisation. Ce sont toutes ces opérations emblématiques des années 60 aux alentours des grandes villes, enfin ce qu'on appelait les UP à l'époque, avec ces grands ensembles de tours et de bars qui ont certaines qualités à partir du moment où on est capable de les requalifier. Et même si en effet certaines opérations ont nécessité des démolitions pour ouvrir et restructurer le quartier, il est d'autres ensembles, et c'est ceux qui sont présentés là, rapidement, la Grand-Mare à Rouen, où là en fait c'est une intervention, alors c'est la photo de droite, c'est une intervention sur 287 logements, qui a consisté notamment à ouvrir par des angles vitrés les bâtiments, ce qui leur confère à ce moment-là un élan et une légèreté qui n'existait pas préalablement. De la même manière, l'espace au sol a été totalement requalifié. C'était une opération lourde puisque en même temps, nous avions sur cet ensemble des halls extrêmement petits. On a cassé la dalle sur un étage complet, il a fallu tenir les 15 étages au-dessus, et là on a ouvert largement cet ensemble. Mais je n'y reviendrai pas ce soir puisque en fait nous allons parler de la cellule logement et là il s'agit d'espaces communs. Sur la partie gauche, la résidence Imbert au Havre, nous avons carrément pour désenclaver cette résidence
nous avons créé 2 voies qui la traversent, dont une voie publique qui a été récupérée, reprise par la mairie, et donc 2 voies complètes afin d'ouvrir ce quartier. L'idée de fond était que l'échelle de cette parcelle sur laquelle était cet ensemble de 280 logements, très fermé puisqu'il n'y avait qu'une seule façon de pénétrer dedans, avec naturellement, pour ceux qui connaissent un peu, vous imaginez le contrôle qui pouvait être exercé sur cet ensemble à partir de là. Donc l'idée était double. Ouvrir pour empêcher en effet que des contrôles puissent être faits à l'entrée de cet ensemble, et surtout retrouver à travers la création de voies ouvertes au public, une échelle qui est proche en termes de parcellaire de l'échelle de ce qu'on a en centre-ville. On est là dans du périphérique du Havre, donc on a des échelles qui sont effectivement des échelles industrielles, donc des grandes parcelles. Il s'agissait de retrouver l'échelle qu'on a en centre-ville, c'est-à-dire une échelle beaucoup plus réduite, avec une trame de voies ouvertes beaucoup plus resserrée. C'est ce qui a effectivement été fait. On voit la photo en bas, et naturellement également intervention sur les façades et sur les logements. Alors, des opérations également qui intègrent les données actuelles, celles-ci et haute qualité environnementale. Naturellement, c'était à l'époque où ce n'était pas encore l'obligation, comme on l'a aujourd'hui, comme vous le savez, sur tout ce qui est BBC RT 2012. C'est la résidence La Closeraie à Louviers. J'y reviendrai tout à l'heure, nous ferons un focus dessus. Et puis, je vais terminer par Muse, ce que nous appelons Muse, c'est-à-dire en fait, c'est la maison modulaire durable à Ossature-Bois, label BBC. C'est un appel d'offres qui a été lancé par le groupe SNI et qui a vu la Beneteau Habitat, enfin le fabricant de bateaux, hein, c'est vraiment Beneteau, qui à la fois a une filiale de logement, enfin de mobile home, et a créé à cette occasion une filiale de construction de logements modulaires en 3D. Vous voyez en bas comment ça se passe, il y a une dalle qui est préparée sur le terrain. Ensuite, les modules 3D arrivent directement par camion. La maison est montée en une journée. Alors, elle n'est pas terminée en une journée. Mais le matin, il y a la dalle et le soir, il y a les 4 modules qui sont installés dessus. Et donc, après, il y a naturellement tout un clavage à faire. Et si vous rajoutez des toitures, il y a naturellement la toiture installée. Mais à l'intérieur, le module arrive avec la chaudière, les baignoires, enfin tout est installé. Simplement, il y a quand même les finitions, et notamment les finitions de l'ancrage au sol et dans le quartier. Ce n'est pas un bateau, hein. Il faut quand même qu'ensuite il puisse trouver sa place sur le sol. Alors, ça offre effectivement des avantages, notamment en termes de rapidité d'exécution. Donc voilà, je souhaitais dans ce premier temps vous faire un panel du mode d'intervention et des problématiques très diverses auxquelles un maître d'ouvrage est aujourd'hui confronté. Ça, c'est pour la typologie, c'est pour le patrimoine. Alors maintenant, je voudrais vous exposer comment je vois la problématique qui nous est posée sur cette question du logement et dans sa relation avec l'architecture et l'architecte. Le bailleur social est confronté à plusieurs contraintes spécifiques. Il partage certaines avec l'architecte, et puis sur d'autres, il est, sinon en opposition, tout au moins en différenciation, et les convergences ne sont pas évidentes. Alors voyons d'abord ce qui peut les séparer. Premier point, c'est que historiquement, l'architecte travaille pour un maître d'ouvrage, un commanditaire unique, en la personne duquel se confondent à la fois le client et l'utilisateur final. Quand on construit un château, il y a de ça très longtemps, ou un équipement public, ou une grosse maison, c'est la fonction qui prime, et celui qui va être le client incarne le besoin, il incarne la définition de la fonction. Dans ce contexte, le dialogue avec le client, pour l'architecte, c'est des fructueux débats, des échanges, qui vont permettre d'aboutir au plus près la définition d'espace et de volume, qui vont être adaptés à la fois à la fonction du lieu, mais également au désir du client. Et c'est là où on est dans la mission la plus pure de l'architecte et la plus gratifiante aussi, parce que le dialogue est direct avec l'utilisateur final. Alors le bailleur, lui, il ne travaille pas pour lui. Il est le porte-parole de dizaines, de centaines ou même de milliers de locataires qui vont se succéder pendant des dizaines d'années, parce que quand nous construisons, ce n'est pas pour 5 ans, c'est pour 50 ans minimum. Ils vont se succéder pendant des dizaines d'années dans les logements qu'aura construit le bailleur.
Et sa mission à lui, bailleur, est d'apporter la meilleure réponse possible aujourd'hui et pour l'avenir. Alors oui, il travaille sur le plus petit dénominateur commun. Alors est-ce critiquable pour autant? Non, mais ça entraîne que bien souvent, il aura comme obligation de freiner l'architecte dans ses élans, dans sa verve créatrice. La bonne architecture, il est certain que, j'en ai tous convaincus ici, c'est le dialogue approfondi, c'est ce qu'il produit, c'est le dialogue approfondi, dans le respect des missions et de responsabilités de chacun, dialogue approfondi entre le maître d'ouvrage, le client et commanditaire et l'architecte. Alors, s'il n'est pas l'utilisateur final, d'où parle-t-il le bailleur? De quel outil dispose-t-il pour s'assurer qu'il apporte cette bonne réponse? Il a des outils qui s'appellent les indicateurs de gestion, c'est-à-dire le taux de vacances et le taux de rotation. Les locataires parlent avec leurs pieds et les réponses sont claires. Si on prend un maître d'ouvrage comme la Plaine Normande, 12% de rotation globale, le taux de rotation, c'est le nombre de logements qui se libèrent chaque année. Donc il y a 12% des gens qui bougent chaque année, pour toutes les raisons possibles imaginables. Naturellement, on est muté professionnellement, on divorce, enfin, bon, donc on change. En gros, le taux de rotation, et là, les statistiques sont les mêmes pour tout le monde. Dans une région, globalement, c'est pareil pour tout le monde, c'est 12% pour l'ensemble des bailleurs à peu de choses près. Mais ce qu'on note, c'est que pour nous, c'est 15% dans le collectif et 9% dans l'individuel. Donc là, il y a une différence. Les gens restent plus dans l'individuel. Alors c'est vrai que très souvent, dans le dialogue avec nos amis architectes, on entend cette critique que les gens voudraient à 80% de la maison individuelle, ce qui est complètement faux, ils n'en veulent pas. Il faut quand même entendre ce qu'ils disent. Nous, on l'entend, on a 10 000 logements, on a 12% de rotation, les chiffres sont là, 15% de rotation en collectif, 9% dans l'individuel. Je reviendrai tout à l'heure sur ce débat entre individuel et collectif. Un second point ne nous sépare pas entre l'architecte et nous, mais exerce une contrainte forte sur les deux, c'est celle du budget. Je ne vais pas m'y attarder parce qu'elle existe pour le collectif privé également, donc elle existe partout, la contrainte du budget. Mais les règles de financement et de subvention induisent elles aussi, sinon des formes architecturales, tout au moins des caractéristiques du produit. Et au maître d'ouvrage bailleur revient la difficile équation composition du ménage, revenu du ménage, taille du logement. La taille du logement, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand aujourd'hui, nous avons 60% des demandeurs qui ont des ressources inférieures à 60% des plafonds du prêt plus. Ce qui signifie concrètement, pour une personne seule, des ressources inférieures à 922 € par mois, pour un couple, des ressources inférieures à 1230 € par mois, et pour un couple avec enfant, des ressources inférieures à 1790 € par mois. Dans ces conditions, vous comprenez que l'équation devient singulièrement compliquée pour que les locataires soient en capacité de payer le loyer qui permettra aux bailleurs de financer l'opération. Surtout comme quand à notre époque, tout ce qui s'apparentait de près ou de loin aux subventions de la part de l'État ont disparu. Et malgré le relais qui est pris par les collectivités locales, et c'est particulièrement le cas quand la mer, ça rend quand même les choses extrêmement complexes. Ça, c'est ce qui pouvait éventuellement séparer ou tout au moins mettre l'architecte et le maître d'ouvrage sur des voies qui n'étaient pas exactement communes. Alors il y a maintenant ce qui les réunit totalement. Alors tout d'abord, le combat contre les normes. Je ne vais pas m'y attarder parce que là, je crois qu'on pourrait y passer la soirée. Je crois d'ailleurs qu'on y a déjà passé une bonne partie du vendredi de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Donc ça, c'est un premier point. Et puis ce qui réunit aussi naturellement l'architecte et le maître d'ouvrage, c'est la recherche optimale des 3 principes qu'avait déjà définis Vitruve à l'époque, l'utilité, la solidité et la beauté. Je voudrais dire au passage que bien souvent, malheureusement, le piège des concours a tendance à obliger, entre guillemets, à privilégier la beauté. Et il ne faudrait surtout pas, et le maître d'ouvrage est là pour le rappeler, oublier l'utilité et la solidité. Alors ce décor rapidement brossé
À quoi est confronté le bailleur? Le premier problème, c'est qu'il ne sait plus trop ce qu'il doit construire. Pendant longtemps, c'était simple, on construisait pour la famille avec 2 parents, 2 enfants, et en général, il y avait au moins un CDI, ce qu'on n'appelait pas encore un CDI à l'époque, souvent 2. Mais on avait 4 pièces, et puis on avait éventuellement 5 pièces, mais pour loger beaucoup de monde, parce que vous allez voir, là, vous voyez, c'est le plan, c'est tiré du livre de Camoun, qui a été fait pour le congrès de Rennes, et c'est tout simplement le plan type d'un appartement F4, des logements économiques et familiaux, ministère de la Construction et de l'Urbanisme, juin 53. Alors j'ai trouvé intéressant dans un débat sur le logement et sur l'architecture de remontrer ce plan, parce qu'il nous enseigne quand même certaines choses, et il est intéressant de le comparer à ce qu'on peut produire aujourd'hui, à ce qu'on peut faire. Alors, quelles observations rapidement on peut faire là-dessus? Premier point, on a une organisation aujourd'hui très clairement exprimée qu'on retrouve encore majoritairement aujourd'hui. Par contre, à l'époque, on avait des cuisines fermées, éclairées naturellement, comme la salle de bain. On voit que la salle de bain, à l'époque, était aussi en lumière naturelle. On ne retrouve pas forcément ça tout le temps aujourd'hui. Et puis, on voit qu'on a une entrée, une vraie entrée, un séjour, et on voit qu'on a 3 chambres. 3 chambres qui, en fait, vous pouvez le constater puisque le dessin le montre, accueillent 2 lits à chaque fois. C'est-à-dire qu'à l'époque, certains dans la salle s'en souviennent peut-être, on n'hésitait pas à dormir à 2 enfants par chambre, les frères ensemble, les frères ensemble, les sœurs ensemble, ou même éventuellement d'ailleurs des mélanges plus compliqués. Toujours est-il que ce 4 pièces, qui si vous voyez, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais je peux vous le dire, il fait 64 mètres carrés, et permettait de loger 2 parents plus de 4 enfants. On pouvait être à 6 dedans. Et fondamentalement, aujourd'hui, les structures de cellules ne sont pas forcément très différentes. On verra tout à l'heure quand même qu'il y a des éléments nouveaux et que naturellement, c'est un peu difficile de revenir à une cellule comme celle-ci. Alors maintenant, c'est vrai qu'on n'est plus sur cette famille, on n'est plus sur la famille, 2 parents, 2 enfants, ou 4, comme ici. Non, maintenant, on est sur famille recomposée, monoparentale. Monop en jargon, on dit maintenant, ce qui est épouvantable, mais c'est devenu jargon. Monoparentale, le vieillissement, dont il faut effectivement prendre la mesure. Alors que faut-il construire maintenant que le père a ses enfants le week-end ou qu'il en garde partagé? Parce qu'à l'époque, il était donc avec ses 3 enfants, il est tout seul, mais les 3 enfants, ils sont quand même là, mais lui, il est tout seul. On construit quoi? C'est un peu compliqué. Je fais une petite parenthèse aussi, parce que c'est important de le dire. On constate, même si ce n'est pas le sujet de ce soir, nous constatons que nous avons de plus en plus de mal, et ce n'est pas nous plein Normand, on en parle avec les autres bailleurs, on a de plus en plus de mal à loger les pères divorcés, parce qu'avec la perte effectivement des ressources qui sont attribuées à la mère et la pension alimentaire, ils se retrouvent avec ce qu'on appelle le reste à vivre, un terme assez épouvantable mais qui correspond à une notion financière, qui ne leur permet pas d'accéder au logement souvent, ou alors à un tout petit logement. On a là une difficulté spécifique qui tient à l'évolution des modes de vie, mais qui entraîne des conséquences sociales importantes. Alors, comment on va faire pour essayer de trouver ce qu'il faut construire? Là aussi, les indicateurs, pour le bailleur, pour le maître d'ouvrage, les indicateurs viennent à notre aide pour savoir ce qu'il en est. Alors, l'ensemble des bailleurs et Quand la Mer viennent de créer au mois de février 2013 un fichier partagé de la demande de logement, et nous venons d'avoir les premiers résultats. Ils sont tombés avant-hier sur les téléscripteurs, j'allais dire, enfin sur les messageries. Alors, juste un mot d'abord, c'est qu'avant de vous présenter un point que j'ai sélectionné de ce fichier, c'est extrêmement important que nous ayons cet outil maintenant pour pouvoir mesurer la réalité de la demande. Avant, c'était très difficile, on n'avait pas les outils nécessaires, maintenant on l'a. Tout ce qui est de l'ordre de l'Observatoire du logement local, tout ce qui est de l'ordre du fichier, tout ce qui est de l'ordre d'avoir une connaissance fine de ce qui se passe, devient de plus en plus important pour être capable d'apporter la bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ici, voilà,
vous avez ici le résultat du fichier partagé. Et là, j'ai mis en regard les statistiques de Haute-Normandie qui sont sur 171 000 logements. Je n'avais pas au moment où j'ai constitué ça, donc ça a été rapide compte tenu de ce que je viens de vous dire. Je n'avais pas les éléments sur la Basse-Normandie. Mais vous voyez que les éléments statistiques sont au-delà des panels qu'on fait pour savoir qui va être le prochain président de la République. Donc ça doit être fiable. Il y a un chiffre d'ailleurs qui l'atteste, c'est que vous voyez que le nombre de demandes de personnes seules, qui est à 39% sur le fichier partagé, sur les 21 000 demandes qui sont aujourd'hui enregistrées, vous voyez qu'en Basse-Normandie, on est à 38%, donc on est dans deux ordres de grandeur comparables, donc on peut effectivement comparer les deux fichiers. Ce que j'ai voulu mettre en exergue, alors d'abord, premier point, on peut le dire, vous voyez que les personnes seules, 39% de demandes, et quand vous rajoutez les personnes seules plus les autres, c'est-à-dire avec des familles monoparentales, ça représente aujourd'hui 66% du total des demandes. C'est vrai aussi que souvent, la personne seule avec les enfants arrive dans le logement et qu'on voit apparaître quelque temps après quelqu'un qui n'avait pas forcément été identifié dès le départ. Mais ça fait partie aussi des charmes de la vie moderne. Alors, ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est justement sur, et je l'ai entouré en jaune, la demande telle qu'elle est faite aujourd'hui, enregistrée sur les 21 000 logements, et c'est donc une demande tout à fait récente, actuelle, et puis la structure en face du parc de Haute-Normandie des 171 000 logements. Ça fait apparaître très clairement que la demande de T1 aujourd'hui est à 8% ici, et les T1 ça représente 3% dans le parc existant, et on voit bien le transfert sur T2 et T3, et la diminution des T4 et des grands logements. On voit bien donc ce transfert qui est fait. À l'époque, donc, le modèle dont je vous ai parlé, famille, 2 enfants, etc., faisait qu'on fabriquait du T4 et aussi du T5 parce qu'on était juste au moment du papy boom. Et donc, on avait des enfants. Donc, 39% de T4 et 33% de T3 et 33% de T4. Aujourd'hui, on voit que, et le T2 n'était qu'à 16%, et aujourd'hui le T2 c'est 31% de demande, et le T4 passe à 20%. Donc on voit bien là, c'est la demande qui est faite par les gens. Donc ce qu'on doit leur construire, c'est ça. Une seconde question intéressante, au-delà de la typologie proprement dite, est une question qui se pose aujourd'hui aux bailleurs, mais également aux constructeurs promoteurs dans l'agglomération caennaise. Comment passe-t-on doucement et résolument d'une densité d'une maison sur 1000 m², comme les PLU le disaient il y a encore 5-6 ans. Maintenant, c'est fini. Il y a une évolution très forte sur ce plan-là. Il y a une action résolue qui a été menée. Et donc, on voit bien les évolutions qui sont en cours. Mais sur le plan technique qui nous intéresse, architectural. Comment passe-t-on d'une densité comme ça extrêmement faible à une densité forte qui est absolument nécessaire pour éviter un trop grand étalement de l'aire urbaine? Tout le monde ici dans cette salle connaît le débat entre densité réelle et densité perçue. Donc je ne vais pas m'y attarder là-dessus. C'est un point qui est extrêmement important parce qu'un logement, ce n'est pas simplement une cellule hors sol, c'est la brique constitutive de la ville. Donc si on ne pense pas le logement avec ce qui va l'entourer, eh bien, on manque une dimension essentielle. Et c'est là en plus que par rapport à ce que je viens de dire, le débat individuel-collectif prend une toute autre dimension. Il est temps de dépasser ce clivage. On n'est plus dans le clivage. Ce que nos concitoyens attendent et ce qu'ils plébiscitent, ce n'est pas la maison individuelle en tant que telle. Ce sont les attributs qu'ils lui prêtent, à tort ou à raison, mais je pense que c'est plutôt à raison. Ce sont quoi? C'est l'intimité, c'est le rapport intérieur-extérieur, c'est la commodité et la générosité des espaces annexes, le cellier, la remise. Tout ça, ils se disent, c'est dans la maison individuelle qu'on le trouve, c'est pas dans le collectif. Donc c'est bien une question qu'il faut qu'on prenne en compte. Alors, ce logement adapté à leurs besoins qu'ils demandent, cette demande s'exprime, mais en même temps, on voit bien que ça vient rejoindre tout un phénomène nouveau qui envahit tout le domaine de la production, des activités de production humaine. On passe de la production de masse, le plan de 53, à la production sur mesure et individualisée. Vous connaissez tous la Ford T, le Taylorisme, M. Ford qui crée en 1912, je crois, ou 10, sa voiture Ford T. Première chaîne automobile, c'est la voiture qui a été le plus vendue dans le monde en tant que modèle unique. M. Ford disait « Le client a le droit de choisir la couleur de sa voiture du moment que c'est noir ». Comme ça, les choses étaient claires.
il fallait produire, et voilà. Donc il choisissait, c'était noir, tout le monde était d'accord. Si vous avez eu les pubs pour la DS3, la dernière de Citroën, vous avez 38 teintes de couleurs pour la seule carrosserie. Si vous rajoutez le pavillon qui peut être bicolore d'une autre couleur, plus toutes les options internes, vous arrivez à plus de dizaines de milliers d'options possibles et de solutions différentes pour votre voiture. Ça, on le trouve partout. Alors la voiture, c'est évident, mais aujourd'hui, on voit qu'on a aussi cette dynamique-là qui est à l'œuvre aussi chez nous. Il y a une segmentation de plus en plus fine des publics qui est à l'œuvre, et nous devons, architectes et maîtres d'ouvrage, être en capacité d'apporter des réponses, mais des réponses aujourd'hui. Mais la difficulté, c'est que c'est aussi des réponses dans la durée. Encore une fois, ce n'est pas une voiture que dans 3 ans on va acheter, c'est un logement qui va exister pour 30, 40, 50 ans. Il faudra qu'il ait des vertus internes suffisamment fortes pour qu'il soit effectivement capable d'être pérenne. Si on reprend notre plan de 53, que je ne vais pas rappeler parce que c'est un peu compliqué, mais vous l'avez en tête. Il s'est passé des choses depuis, naturellement, parce que depuis, il y a eu le lave-linge, il y a eu le lave-vaisselle, il y a eu le sèche-linge éventuellement, il y a eu le téléviseur dans le salon qui n'existe pas. Vous avez vu que dans le salon, il y avait juste la table de la salle à manger. Et ça, c'est pour le logement. Mais on trouve également maintenant le local vélo. On trouve bientôt, et c'est une norme, heureusement il y a une norme, c'est le branchement électrique pour la voiture. Bon, tout ça sont des éléments qui viennent en plus, qui viennent bouleverser pour certains la conception, mais également les surfaces nécessaires pour un logement et également les coûts pour produire ce logement. Et nous avons donc, architectes et maîtres d'ouvrage, cette double responsabilité. Construire la cellule adaptée aux besoins de nos concitoyens, qui sont multiples et de plus en plus segmentés dans leurs demandes, et assembler ces logements, dans le même temps, assembler ces logements pour qu'ils constituent des immeubles, des unités urbaines où la sécurité, l'accessibilité aux services, l'intimité de chacun soient possibles à respecter, tout en permettant l'échange. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction, et maintenant je vais vous présenter quelques opérations qui ont été réalisées par la Plaine Normande. Alors la première que je souhaitais vous présenter, c'est la résidence de la Closeraie, qui est une opération qui est tout à fait atypique quand même dans la production de la Plaine Normande. Une opération qui a été faite par Édouard François. Donc je pense que certains d'entre vous le connaissent. Et donc là, il y a une créativité en termes à la fois de forme et en termes de matériaux qui a été sur lequel la Plaine Normande a totalement accompagné et sur lequel on a effectivement des résultats tout à fait saisissants. Je crois que ce qui est important, je vais commencer par le plan de droite, parce que ce qui saute aux yeux, c'est naturellement les ganivelles qui couvrent le mur et qui protègent le monomur derrière. Ça, c'est le plus évident à l'œil. Mais le plus intéressant pour moi, c'est le plan. Le plan, alors c'est curieux parce que... Non, voilà, ça, alors vous avez la fonction interne, et le plan, j'y viens, voilà, maintenant. Voilà. Le plan, parce qu'en fait, alors vous voyez sur la partie gauche, vous avez les deux bâtiments. Oui, voilà. Vous avez les deux bâtiments qui sont là, et vous avez un principe de desserte par un escalier central qui va emmener plutôt ici, hein, c'est le bâtiment, vous rentrez par là, vous avez un escalier, et ensuite vous avez une loggia d'abord, et ensuite vous avez une passerelle qu'on voit sur je crois sur la photo précédente. Vous voyez, on voit la passerelle qui est là. Hein. Cette passerelle va vous emmener dans votre logement. Nous sommes donc dans du collectif, mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a effectivement une loggia, c'est-à-dire cet espace extérieur, et ensuite on va rentrer en restant à l'extérieur dans son logement. Alors, c'est tout à fait saisissant comme impression parce que vous avez effectivement l'impression d'entrer dans une maison. Vous êtes sur la passerelle, vous rentrez, donc vous êtes à l'extérieur et vous êtes immédiatement chez vous. Quand vous poussez la porte, vous êtes chez vous. Alors ensuite, vous avez un plan que j'ai beaucoup de mal à lire sur le petit écran. J'essaie de me retourner. Où là, on a quoi ? Eh bien, on voit on rentre dans le séjour. C'est un plan, c'est un principe assez classique. On a une cuisine ouverte. C'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus souvent. À l'époque, on n'avait pas les normes handicapées.
je ne reviens pas là-dessus, mais qui font que de plus en plus on est obligé d'ouvrir parce que sinon il n'y a rien qui passe. Et donc on a effectivement la cuisine qui est ouverte sur le séjour. Et puis après on trouve les chambres avec la partie nuit. Donc on retrouve là aussi, par rapport au plan de 53, vous voyez qu'on retrouve des choses assez semblables avec un séjour et puis une répartition jour-nuit. Deuxième opération que je vais vous présenter, c'est l'opération d'individuel à Mout, en bois. C'est 44 maisons à toiture bois et toiture végétalisée. Sur le plan urbanistique, vous le voyez, non, vous le verrez sur la photo suivante. Donc vous avez là le séjour à droite et vous avez le garage qui se trouve devant l'entrée et qui permet à la fois d'avoir un espace de remise et de cellier et en même temps de protéger l'intimité du jardin et de comme ça de refermer le jardin et d'avoir un espace plus intime pour les locataires. Et vous avez également ici, vous le voyez parce que là c'est l'inverse, c'est retourné, vous avez un patio d'entrée qui permet d'avoir une transition entre l'extérieur et l'intérieur. Là, voilà, vous avez le plan de la cellule. En bas, à gauche, vous avez le plan masse de l'opération qui se déroule autour d'un mail central sur lequel il y a une magnifique statue de Henri Kiess qui a été commandée par la mairie et donc qui est installée. Et la mairie a tenu tout de suite, et M. Touret le rappelait cet après-midi, à installer des arbres. 1000 € l'arbre, hein, c'est-à-dire que c'était déjà des sujets qui faisaient 6 mètres de haut, 7 mètres de haut, et là ils ont maintenant 2 ans, et effectivement ils sont à 10 mètres de haut, et on a déjà l'impression on a déjà une allée réellement plantée. On n'a pas un petit baliveau qui va tenter de survivre, on a déjà des arbres qui sont là et qui matérialisent très directement tout le mail piéton qui est à cet endroit-là. Alors le plan, vous avez le plan du rez-de-chaussée, pardon, excusez-moi parce que je clique, c'est une petite erreur technique. Je reviens. Voilà, vous avez le rez-de-chaussée là-bas avec le séjour sur la droite avec la terrasse, une grande entrée très 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 ouverte avec le patio et la grande entrée, la salle de bain et puis la cuisine là-bas qui est au fond à gauche, le cellier et donc avec transfert. Et puis à l'étage, on retrouve là traditionnellement les chambres avec la salle de bain qui se répartissent à l'étage. Autre opération. Là, nous sommes dans du collectif. C'est la reconversion d'un ancien site industriel et c'est un bâtiment de 29 logements collectifs qui est j'ai oublié de dire, mais vous l'avez vu, que l'architecte de l'opération de Mout, c'est Jean-Yves Barrier qui est à Tours. Là, c'est Philippe Schall. Un bâtiment de 29 logements collectifs desservi par 2 halls. Alors c'est du béton, essentiellement isolé par l'extérieur avec une vêture traitée en briques de couleur noire et en bardage métallique. Opération BBC, parce qu'elle est tout à fait récente. Opération BBC, vous voyez que on a à la fois, on est face en fait au port de containers. Donc la vue qu'ont les gens depuis ce bâtiment, ce sont les immenses grues porte-containers et les porte-containers. Donc un décor havrais, assez rude, assez ferme, très structuré, très fort. Et donc vous avez la terrasse qui permet depuis là de voir cette activité portuaire. Et c'est vrai que les habitants du Havre vivent en osmose avec cette activité portuaire. Sur le plan de la cellule, naturellement, compte tenu de ce que vous avez vu sur les photos précédentes, et qu'on est dans une insertion dans une parcelle particulière, on a un plan qui ne ressemble pas au plan traditionnel qu'on vient de voir. On rentre dans le T4 là, et vous voyez que naturellement, on a des pans coupés, et on a donc des espaces, on a une terrasse. Vous voyez que là-haut, nous avons une terrasse et on a les champs. Alors toujours cette séparation aujourd'hui là, qui fonctionne effectivement dans ce sens-là. Alors elle fonctionne toujours d'ailleurs dans les plans que vous avez vus. C'est le système, on rentre dans la partie jour et ensuite on va dans la partie nuit. Vous avez le plan inversé qui existe dans les pays scandinaves, vous rentrez, vous avez d'abord les chambres et ensuite vous arrivez sur le séjour. C'est pas une option qui existe chez nous. Voilà, donc on l'a pas et c'est vrai qu'on la retrouve pas habituellement. Mais peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure aussi. Donc voilà un plan. On retrouve les configurations. J'ai mis à chaque fois, j'ai choisi des T4 exprès pour qu'on ait vraiment la même base de comparaison des opérations. Vous voyez qu'apparaît là, c'est une opération récente, les gyrations des fauteuils roulants dans les différentes pièces où elles doivent pouvoir se produire. J'ai mis enfin
une opération qui est une opération qui est en cours, qui nous semble intéressante, sur laquelle nous avons souhaité être. C'est une opération en VFA que nous faisons avec Bouygues Immobilier. On le disait tout à l'heure dans les opérations que j'ai présentées brièvement, nous sommes déjà en partenariat avec de nombreux promoteurs privés. C'est une opération que nous faisons avec Bouygues. Là, 20 logements individuels dans une opération qui en comprend 90. C'est du RT 2012, eau chaude par panneaux solaires. Vous voyez les panneaux solaires sur le toit et chauffage par poêle à granulé. Alors, la particularité, c'est que vous n'avez pas de garage. Vous avez 2 places de stationnement privatives, mais pas de garage. Et vous avez des jardins avec des abris de jardin. Mais, vous allez voir sur les photos suivantes. Voilà le plan en masse de l'opération. Nous, en fait, notre partie, c'est ça. Hein. Le reste, c'est des opérations privées, d'accession privée. Donc, vous voyez un plan masse extrêmement compact. Nous sommes à 8 km de Caen. Et vous voyez que le terrain fait 169 mètres carrés. Et la partie grisée, c'est le toit, c'est la maison. Hein. Et donc, le jardin, il fait 57 mètres carrés. Donc, je peux vous dire qu'il a fallu que j'insiste un peu auprès de mes équipes de gestion locative pour les convaincre d'aller faire à 8 km de Caen une opération dans laquelle il y avait un jardin de 50 mètres carrés et pas de garage. Mais, alors d'abord, sur le plan de la commercialisation privée, cette opération fonctionne bien. Le même modèle a déjà été fait à Amiens et nous avons des retours parce qu'on avait un confrère qu'on a interviewé sur le sujet qui a dit que ça marchait très bien et qu'ils en étaient tout à fait ravis, parce que sinon on était quand même un petit peu anxieux. Par rapport aux surfaces qu'on trouve habituellement, là on est vraiment dans quelque chose de particulier. Même si la maison proprement dite, vous allez voir le plan de cellule à 84 mètres carrés, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment le rapport, et c'est pour ça que je souhaitais mettre cette opération. Ça illustre cette seconde problématique que nous avons traitée, c'est le rapport à l'environnement, c'est le rapport à l'espace, c'est le rapport à ce qui fait la ville autour et la façon dont on consomme de l'espace sur la parcelle privative ou avec l'environnement. Donc voilà, donc cette opération particulière, très petit jardin, pas de place de stationnement. Écoutez, pour l'instant c'est en travaux. Bouygues, ça c'est du 2D, donc ils amènent des éléments préfabriqués, pas en 3D comme nous, hein, simplement les cloisons sont préfabriquées. Nous verrons bien quand nous allons mettre en commercialisation pour nous, c'est-à-dire en location, ce que ça va effectivement donner. Mais je crois que c'est important qu'on soit présent là-dessus. Alors le plan de cellule, vous voyez, nous avons au rez-de-chaussée comme d'habitude l'entrée, le séjour avec la cuisine qui est ouverte là également. Et en fait, et c'est la particularité, vous avez au centre la structure, en effet une structure bain et une structure de salle d'eau, salle de bain au rez-de-chaussée, qui arrive dans les modules complètement montés. C'est-à-dire qu'en fait, elle est complètement montée, posée sur site, elle est préfabriquée en usine. Donc ça donne un très grand sentiment d'espace. Et à l'étage, on trouve naturellement les chambres, comme d'habitude, 1, 2 et 3 chambres, avec également une salle de bain à l'étage. Voilà, donc un plan, là aussi, assez classique dans la répartition. Alors, je voudrais faire un focus sur le territoire de Blainville-sur-Orne. Vous avez noté tout à l'heure que c'était le lieu historique de la plaine normande, son lieu de naissance. Donc forcément, nous sommes présents là-bas et nous sommes depuis 1920. Alors, d'abord, je vous présente parce que c'est intéressant, c'est la réhabilitation de l'hôtel des célibataires, c'était fait en 1920. L'hôtel a été construit en 1920, il s'appelle l'hôtel des célibataires, puisque quand il y avait les chantiers navals, il y a eu beaucoup d'ouvriers russes notamment, et polonais qui sont venus, et donc qui étaient célibataires, et donc on leur a construit à l'époque un hôtel des célibataires, et depuis, on a conservé le bâtiment, il a été réhabilité, il fait partie de l'histoire de Blainville-sur-Orne. Autre opération qui est importante, qui a duré de 2003 à 2007, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, dans laquelle cité ouvrière, avec un tissu extrêmement large, vous voyez la photo avant, donc là vraiment on a des grandes parcelles, à la fois devant, à la fois derrière, on est très retiré par rapport à la voie, donc il n'y a pas de contact, il n'y a pas de sentiment urbain, c'est vraiment les maisons individuelles au sein de leur parcelle et en plein milieu en fait d'une parcelle assez vaste. Vous voyez derrière, en fait,
d'autres bâtiments qui sont des opérations qui sont également en propriété de la plaine normande. Le typique carré bâtiment des années 60, hein, voilà, qui est là. Et donc, en fait, avec la collectivité avec laquelle un travail de fond est fait depuis cette époque et se poursuit à l'heure actuelle, vous le verrez tout à l'heure, eh bien, démolition de ces cités qui étaient devenues vraiment insalubres, en très mauvais état. Et en plus, les gens qui habitaient à l'époque étaient pratiquement tous partis parce que l'âge faisait que, voilà, ils étaient tous partis. Et après, ce qui est après, c'est ce que vous voyez en bas, c'est à la fois de l'individuel et à la fois des bâtiments collectifs. Opération qui est lancée en 2003. Par rapport à ce qu'on connaissait à l'époque dans le secteur et dans l'agglomération, il s'agissait sur le plan architectural et sur le plan urbain d'une innovation forte. Il a fallu un courage certain au maire, M. Daniel Françoise, pour imposer effectivement cette forme urbaine à l'ensemble de son conseil d'administration, son conseil municipal, pardon, déjà, et à l'ensemble de ses concitoyens. Maintenant, cette opération est complètement intégrée. Et c'est elle qui permet qu'on puisse aller plus loin maintenant, et je vais vous montrer tout à l'heure en quoi on va plus loin. Alors un petit focus là-dessus. Donc vous voyez le petit pavillon avant, et vous voyez la distance qui sépare, parce que la photo est prise depuis la rue, vous voyez un peu la distance qu'il faut aller pour retrouver de l'urbain. Et puis après, on a des immeubles qui vont venir en bordure et qui créent un front bâti. Et on a également, c'est la photo en bas à droite, on a là une allée centrale, les garages qui s'ouvrent de chaque côté, qui donnent sur les jardins. Et ensuite, on a les maisons individuelles qui sont en front bâti sur les rues. Je reviens sur la photo précédente. Ce que je viens de vous montrer, c'est la photo de ça. Donc vous voyez les petits jardins, l'axe central avec les grands bâtiments qui viennent ici dans une composition à la française, beaux-arts des grandes années, classiques. Et puis de chaque côté, on a donc les maisons. Et vous voyez que les maisons constituent un front bâti sur la rue. On a donc effectivement une rue complète qui est tracée. Et vous voyez la composition avec ce qu'on appelle les villes urbaines qui viennent fermer la perspective. Alors, l'opération suivante qui est en cours, c'est la démolition de 109 logements et la reconstruction de 180 logements qui sont la cour Lamberville et la résidence de l'église. Là, quartier de l'église à Lamberville, alors là, c'est un projet ambitieux d'écoquartier. Vous voyez ici ce qu'était ce quartier, c'est typiquement la barre des années 60. Là, c'est l'architecture typique de cette époque, c'est le mouvement moderne. On a la lumière, on a l'espace, on a un espace au sol absolument indifférencié, que personne ne s'approprie, c'était le cas ici comme partout d'ailleurs. Et puis, on a de la lumière et on a nos bars. Alors, ce ne sont pas des bars gigantesques, puisque c'est R+4 maximum, mais c'est disposé comme ça. Et donc, un espace qui effectivement n'est pas utilisé de façon optimum. Ici, ce que vous avez, c'est l'opération des Brandons dont je viens de vous parler. Ici, vous avez le village ancien qui commence. Et donc ça, c'est ce qui était. Et là, on va le voir de façon plus claire tout à l'heure, c'est l'opération qui va venir en remplacement de ces bâtiments qui sont en cours de démolition. Vous avez en bas une barre typique, quand je disais R+4, pardon, c'était R+3. Enfin 3 niveaux, pardon, c'est R+2 même. Donc vous avez une barre typique de ce secteur-là. Et puis vous avez à droite la cour Lamberville. Alors la cour Lamberville, c'est le bâtiment qui se situait à l'emplacement où il y a ce bâtiment neuf. Et c'est très emblématique, pour ça que je tiens à vous le montrer, parce que c'est le premier bâtiment qu'a acheté la Plaine Normande en 1920. La première opération qu'elle a faite, c'était de racheter ce bâtiment. Et il n'est pas neutre ce bâtiment, parce que sur le plan de Colbert de 1698, il figure. Sur le plan de Colbert, il y a très peu de choses qui figurent, mais il figure ce bâtiment. Alors, pas dans son état tel qu'il est, mais c'était la ferme ancienne, et elle existait déjà à cette époque. Donc on voit qu'on est là sur un pan de l'histoire de Blainville, et un moment de l'histoire. Et ça, c'est important, j'y reviendrai, parce qu'une ville, ça se constitue, en fait, à partir d'une histoire qui existe, qui est celle d'un lieu, qui est celle d'une centaine d'années, ou même de millénaires, qui plonge ses racines extrêmement loin, et puis il arrive ensuite une demande de quelqu'un qui veut se loger, c'est une demande immédiate, c'est une famille d'aujourd'hui, et c'est le point de contact entre cette demande immédiate de quelqu'un qui veut se loger et cette histoire profonde qu'il faut à la fois savoir garder, mais en même temps ne pas sanctifier, qui va permettre
c'est le point de contact et le point de jonction qui fait la ville telle qu'elle est et telle qu'elle vit. Donc, ce bâtiment, il était là. Et la première réflexion qu'on se fait en le voyant, naturellement, c'est de dire, il faut le garder. Il faut le garder. Parce que franchement, on va le réhabiliter. Il est en plein centre. Vous voyez, là en bas, vous avez à gauche, enfin, vous avez dans l'existant de cette opération. Et vous avez ici la cour Lambertville. Et vous avez tout le tissu ancien de Blainville qui se déroule là. Ça, c'est la rue ancienne. Vous avez ce front bâti. Et donc, je me dis, il faut le réhabiliter, c'est évident. Et puis en fait, techniquement, impossible. La structure et la largeur du bâtiment fait qu'on n'arrive pas à coller les logements dedans. Donc il a fallu se résoudre à le mettre par terre. Et c'est là où la réflexion est venue de se dire, mais finalement, ça nous appartient, à nous, Plaine Normande. Ça, c'est la voirie publique, c'est à la ville. Ça, c'est à nous également. Ça, ici, c'est l'église et ça, c'est la mairie. On est au centre-bourg, il faut faire une opération complètement organisée qui recrée en fait le centre-bourg et c'est sur cette échelle-là qu'il faut travailler. Et ce travail a été fait. Voilà donc la cour Lambertville que je vais vous présenter de façon plus précise. C'est ce qui remplace cette ferme ancienne. Et là, on a une jonction avec ce nouveau bâtiment, ce nouveau quartier, qui, vous le voyez, a une densité effectivement beaucoup plus importante. J'avance puisque je suis déjà à 50 minutes, oui, mais voilà, je vais presque finir. Aboutir à la conclusion parce que... Alors, je vais aboutir à la conclusion qui est que voilà la cour Lambertville dans son état. Et puis voilà le plan, voilà Lambertville et voilà le plan. Donc, plan tout à fait classique, là encore, on vient de le retrouver, cette séparation jour-nuit, le séjour, la cuisine ouverte, etc. Donc, il n'y a pas trop de différence. Et voilà, donc je peux passer. Je voulais présenter quand même rapidement le Papilov parce que là, on vient de parler d'urbain. Là, maintenant, on va parler de la segmentation des clients. Le Papilov, c'est un produit, il y en a déjà 7 de réalisés. C'est un produit qui a été créé par la Plaine Normande et qui a pour vocation de créer un nouveau concept pour le logement pour les seniors. C'est une alternative aux maisons de retraite et résidences secondaires, aux résidences-services. Entre le pavillon difficile à entretenir et puis la résidence collective, c'est un habitat individuel, groupé, sécurisé, à proximité des commerces. En fait, les logements sont de plein pied, ils sont disposés autour d'un espace central, le voilà. Et donc, c'est du logement social traditionnel, mais c'est adapté. C'est-à-dire qu'un jardin collectif partagé, un espace clos par des garages, un accès aux espaces collectifs sécurisés, et chacun a son adresse sur la rue. C'est une adresse postale différente. Un logement social, complètement. Des plafonds de ressources, il faut les avoir pour pouvoir rentrer. Il ne faut pas les dépasser pour y rentrer. Et puis, c'est des logements qui sont adaptés à la perte d'autonomie qui survient avec l'âge. Donc, fauteuil roulant, fenêtre surbaissée, volet électrique, interrupteur auteuil de fauteuil roulant, douche sans bac, siphon de sol, etc. Pour faire ces opérations, et je voudrais conclure là-dessus maintenant, tout ceci nécessite un partenariat fort. Là, cette diapositive traite spécifiquement du Papilloft, mais on peut le faire également pour toutes les opérations. Il faut maintenant un partenariat fort avec l'ensemble des parties prenantes. La ville d'abord, les financements aussi, parce que ça, on en reparlera sans doute tout à l'heure, avec les collectivités locales, les caisses de retraite, mais également l'architecte, c'est un travail à faire. Donc, je voudrais simplement conclure pour vous dire que c'est une citation que je reprends dans Emmanuel Kolbach dans l'ouvrage qui a été produit et édité par Frédéric Lehn et qui sont non pas les actes mais le préalable du colloque. Je partage totalement ce que dit Emmanuel Kolbach. Je rajoute simplement 2 choses. C'est que c'est la plus magnifique question humaine posée à l'architecte et au maître d'ouvrage, parce que ce sont les deux qui produisent l'architecture. Et puis également, ceci suppose qu'il y a une condition importante et que nous ayons en tête une position forte, à la fois morale, éthique et simplement de respect du client, c'est que nous ne prenions pas non plus, malgré toutes les expérimentations que nous allons devoir faire, nous ne prenions pas nos locataires pour des cobayes impuissants. Merci. Merci.